Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Comment vous jugez, évidemment, il faut que je vous pose la question, le discours de politique générale de Gabriel Attal hier à l'Assemblée nationale? On va rentrer en détail après. Oui, écoutez, il y avait des choses qui plaisent à nos oreilles. J'en étais sûr. Débureaucratiser, déverrouiller, ça vous plaît, Voilà, ça c'est pas mal, ouais. Affirmer la valeur travail, bien évidemment. Les chefs d'entreprise aiment le boulot, aiment les bosseurs, aiment les gens qui ont envie de travailler. Donc ça, bien évidemment, ça sonne plutôt positivement à nos oreilles. Alors après, eh bien, il faut acter tout cela. Et dans son discours, on a des choses qui parfois peuvent rentrer en incohérence. Si d'ailleurs on veut s'appuyer sur la valeur travail, déjà réglons le problème des arrêts maladie qui produisent des congés payés. Le non-travail qui produit des congés, c'est un problème qui aujourd'hui sur la table du Premier ministre, eh bien, il faut s'en saisir, c'est important. Au-delà du coût que ça peut engendrer pour les entreprises, estimé à 2 milliards d'euros, 2 milliards et demi d'euros par an sur le coût social des entreprises, sur le coût du travail, il y a quand même cette question de principe du non-travail qui génère des congés. Voilà, bon. Qu'est-ce qui vous plaît moins sinon dans le discours d'hier? C'est-à-dire que il y a quand même, à mon avis, un énorme trou dans la raquette. On n'a pas entendu parler du déficit abyssal de notre pays et de la réforme de l'action publique. Vous voyez ? Comment peut-on s'en sortir? Comment pourra-t-on s'en sortir sans ne pas traiter ce problème à la racine, Vous savez, le déficit, on n'en parle pas. C'est que les Américains ont 7% de déficit public et ils se portent très bien. Ah ouais, mais bon, on n'a pas le dollar. Oui, c'est la nuance. C'est la nuance. Et comment, et puis 3/4 de nos créances appartiennent à des puissances étrangères quand même. Donc quelque part, quand on parle d'indépendance, là il y a une partie de notre souveraineté qui est quand même remise en cause. Donc comment voulez-vous, oublier un tel chapitre, l'endettement de la France, sachant que ce chapitre peut balayer tout, du jour au lendemain. Voilà, c'est quand même un énorme trou dans la raquette. C'est un oubli volontaire, selon vous? Je pense, parce que, alors peut-être, vous savez, il y a parfois les meilleures réformes sont celles qu'on n'annonce pas, et on peut les faire à bas bruit, mais ça fait quand même pas mal d'années où finalement, sur cette question d'endettement, on a finalement très peu de réponses. Voilà, et ça, c'est un petit peu inquiétant quand même, il faut bien dire les choses. Gabriel Attal qui veut désmicardiser la France. 20% des salariés aujourd'hui du privé sont au SMIC à 1 400 € net. Évidemment, vous êtes d'accord, j'imagine, avec lui. Après, comment vous faites pour aider? Comment la CPME C'est une question fond. Alors d'abord, je ferai une petite remarque parce qu'on a l'impression qu'effectivement, quand on dit que la France se smicardise, on a l'impression que les salaires baissent. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est le SMIC qui, depuis 2021, a été réévalué 6 fois. Le SMIC a suivi l'inflation. Alors, et tant mieux d'ailleurs. Et tant mieux, je suis d'accord. Vivre aujourd'hui avec, c'est presque 1 400 € net, 1 398 € net exactement, depuis le 1er janvier 2024, le SMIC. Vivre avec 1 400 € net, c'est compliqué, surtout quand on habite dans une grande ville, ne serait-ce que Paris. On ne sait pas comment on peut faire. On est tous d'accord. Mais on reste avec un salaire d'entrée qui reste l'un des plus élevés d'Europe. Et le problème, c'est que comme lui suit l'inflation... Qui n'est pas le plus élevé d'Europe. Et l'un des plus. On est dans le trio de tête. Après, vous avez le Luxembourg, etc. Mais là, n'en parlons pas. On ne joue pas dans la même catégorie. Et puis, il n'y a pas le même nombre d'habitants. Mais comment, entre guillemets, faire en sorte, effectivement, de ne pas rester au niveau du SMIC pendant 10, 15 ou 20 ans? C'est ça le vrai sujet. L'évolution salariale. Et on est tout à fait d'accord. Rester, entre guillemets, autour du SMIC pendant 10, 15 ou 20 ans est quelque chose de désespérant. Mais la question de tout ça n'augmente pas. Oui, allez-y. Mais la question de tout ça, c'est qu'une entreprise ne peut offrir que ce qu'elle gagne. Et lorsque vous êtes sur un marché où vous vendez par exemple du service à la personne, de la propreté, de la surveillance, et que votre prix de vente, c'est le taux horaire avec une toute petite marge. Si votre client n'accepte pas l'augmentation, vous n'avez aucune marge de manœuvre pour augmenter vos salariés. Donc les employeurs sont tout à fait conscients de cela. Alors on peut jouer. Ça dépend des secteurs après. Ça dépend des secteurs, bien évidemment. Mais quand on regarde au niveau macroéconomique, ce sont avant tout ces métiers qui sont concernés par la fameuse smicardisation. Dans les autres métiers de l'industrie ou autres, on arrive... Et comment on retrouve de la marge dans ces secteurs-là? Après, c'est pas aussi une question de fiscalité. D'ailleurs, le Premier ministre rappelle qu'il n'y a quasiment plus aucun intérêt à augmenter un salarié qui est au SMIC du fait des allègements de charges. Le patron va perdre au-delà d'1,6 SMIC, je parle sous votre contrôle, ses exonérations de charges, et le salarié va perdre notamment sa prime d'activité. Exactement. C'est l'intérêt de personne. Comment on en sort de ça? C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au fil des ans, on a de plus en plus socialisé le salarié. C'est-à-dire que les revenus du travail se retrouvent grignotés par les revenus de solidarité, la prime d'activité.
Et lorsque vous commencez à grimper dans la hiérarchie des salaires, ben vous perdez, entre guillemets, les revenus de solidarité, la prime d'activité. On dit la même chose. Là. Et donc, la solution, c'est de travailler sur les deux courbes en même temps. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut travailler effectivement sur les grilles salariales, il faut travailler sur les revenus de solidarité, et le problème dans tout ça, c'est qu'il faut éviter qu'il y ait des perdants et des gagnants. Parce que bien évidemment, ceux qui vont hurler, ce seront les perdants. Et c'est ça qui est compliqué, parce que lorsqu'on n'a plus de sous dans les caisses, et baisser les charges, il faut avoir des marges de manœuvre, et bien évidemment, on n'a pas de solution. Vous êtes obligé de faire des perdants ou des gagnants. Et ça, bien évidemment... Les PME n'ont pas les moyens aujourd'hui d'augmenter plus. Dans certains secteurs, il n'y a aucun moyen d'augmenter les salaires si vous n'arrivez pas à les basculer sur votre prix de vente. Voilà. Et vous êtes corseté par une concurrence farouche, ou parfois même les donneurs d'ordre, ce sont des collectivités territoriales. Le service à la personne, vous avez beaucoup de départements qui sont les premiers donneurs d'ordre et qui sont les premiers, entre guillemets, à serrer les prix. Mais comment vous faites pour vous en sortir? Comment vous faites pour augmenter vos salariés si vous avez une marge de quelques centimes d'euros par heure produite? C'est impossible. Donc c'est un vrai sujet de filière. Alors après, l'autre moyen, petit à petit, d'augmenter les salaires, ça ne se fait pas immédiatement, c'est d'arriver à se former. Alors évidemment, ce n'est pas évident parce qu'il faut d'abord se former avant de changer de catégorie. Mais il y a des possibilités et là, les branches professionnelles peuvent être créatives sur ces sujets-là. Les hausses de salaire qui sont en négociation en ce moment dans les PME, on atterrira sur quoi a priori ? Sur les hausses généralisées, enfin un peu. Oui, sur les hausses généralisées, si on parle en macro, en 2024, je pense que l'inflation sera couverte par les augmentations des salaires. Voilà, parce qu'on est sur, entre guillemets, sur la même tendance qu'on avait vécue en 2023. On devrait être autour de 3% d'inflation. On est autour de 3% d'inflation aujourd'hui. Eh bien, les augmentations vont couvrir l'inflation globalement dans les entreprises. Pas plus, non, vous couvrez l'inflation, sachant qu'en même temps, l'activité est en train de baisser et les marges des entreprises sont en train vraiment de se rogner, d'être rognées. Donc, on rentre quand même dans une période qui est assez délicate quand même pour les entreprises. D'ailleurs, François Asselin, on a eu les chiffres de l'INSEE qui nous disent que le PIB français est resté stable au 4e trimestre, tout comme au 3e, tout comme au 1er de mémoire. En gros, l'année s'est faite sur le 2e trimestre qui a été très très bon. Vous le sentez, l'activité est au point mort pour les PME. Alors, on n'est pas là pour dramatiser, mais les remontées du terrain? Les remontées, si vous voulez, c'est pas compliqué. Vous faites les remontées des tribunaux de commerce, la sinistralité augmente en flèche. Sur les 12 mois glissants, on va dépasser les 60 000 défaillances d'entreprises. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, à mon avis, en termes de défaillance d'entreprise sur 12 mois, dans les années 2010, 2011, 2012, donc qui étaient des années quand même terribles. On est en train, finalement, de purger, on va dire, les années Covid, où pendant pratiquement 2 ans, l'économie s'arrête et l'État abonde, et pour les entreprises, elles s'en sont sorties avec de l'endettement. Voilà. Et maintenant, il faut rembourser ces dettes. C'est compliqué parce que la durée d'amortissement du PGE, entre autres le prêt garanti par l'État, est relativement courte. Et puis quand vous avez beaucoup de dettes, une activité qui baisse, eh bien, en termes de marge, c'est extrêmement Donc la préoccupation principale aujourd'hui des chefs d'entreprise, c'est l'activité. C'est l'activité. L'activité, vous savez, un chef d'entreprise, il commence à avoir le petit vélo dans la tête qui se met en route quand il sent que le carnet de commande baisse. Voilà. Eh bien, on y est là? On y est, oui, on y est. Bon, avec un kit de croissance pour cette année, alors c'est au niveau macro, mais de 0,1%, et là on se dit que la prévision du gouvernement de 1,4%, a priori, ne tient pas du tout. Et pas moi qui dis ça, mais l'INSEE nous dit 0,2 de croissance au 1er et au 2e trimestre, ça veut dire faire des chiffres exceptionnels en 2e semestre. C'est très ambitieux, mais vous avez un secteur qui pèse énormément. Mais la Banque de France a revu à la baisse, je crois, 0,9. Oui, c'est ça, exactement. Oui, elle est passée en dessous du 1% de croissance prévue. Et donc, mais vous avez un secteur qui pèse énormément, et c'est pas faute d'en parler depuis des mois, je dirais presque maintenant plus d'une année, c'est le secteur de la construction, voilà, qui vraiment est en berne. Et lui, dans la part du PIB, c'est un secteur extrêmement important. Donc, la Fédération française du bâtiment, par la voix d'Olivier Saleron, annonce sur 2024 une perte potentielle de plus de 100 000 emplois dans le bâtiment. C'est énorme, mais ça veut dire que ce secteur-là est en pleine crise, et ça pèse aussi sur tous les autres secteurs. Donc le fait de dire qu'il faut un choc de l'offre, porté par Gabriel Attal, bien évidemment, c'est évident, mais c'est un secteur avec une forte inertie, c'est-à-dire quand bien même aujourd'hui, en 2024, on prendra des mesures énergiques, le fruit de ces mesures, c'est pas avant 2025. Il vous a reçu en bilatéral, comme tous les partenaires sociaux, le Premier ministre. Il prend des engagements sur, notamment on va en parler, du choc de simplification. Il vous écoute ou déjà il vous dit oui, on va faire des choses? Il vous dit quoi? Tout premier rendez-vous avec un Premier ministre nouvellement en poste est toujours un rendez-vous où il y a beaucoup de prudence de la part du Premier ministre, parce qu'il sait que tout ce qu'il peut vous dire à la sortie de son bureau peut être interprété haut. Donc il n'y a jamais d'annonce, il vous écoute. Et bien évidemment, c'est déjà ça. C'est déjà ça, bien évidemment. Bon, il est dans son rôle. Et moi, je suis dans mon rôle, évidemment, de faire ma liste à l'après-vert et, entre autres,
nous avons remis au Premier ministre 80 simplifications qui seraient pour nous indispensables. Il a parlé d'un choc de simplification pour débureaucratiser la France. Mais pardon, mais si on a un peu de mémoire, François Hollande nous a parlé aussi d'un choc de simplification, je veux dire. Oui, on a eu 3 lois liées à la simplification et on a tout le temps été douché. Donc on peut être, entre guillemets, plus qu'interrogatif. Bon, j'aurais envie de dire, Vous êtes dubitatif quand vous entendez ça? Ben oui, on est dubitatif. Vous demandez des preuves, c'est ça? Ah ben bien sûr, mais en même temps, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. On est dans une telle situation. De toute façon, il n'y a plus d'argent. Hein. Les déficits sont abyssaux, il n'y a plus d'argent. Donc c'est peut-être le moment pour donner de l'air à l'économie, de libérer les entreprises. La principale mesure, si il n'y en avait qu'une seule, il y en a 80, j'ai compris ça, mais si il y en avait une... Je vais vous en donner 2. Voilà. Je vais aller au-delà d'une. Les seuils. Si par exemple, on supprimait le seuil de 50 salariés, on passait à 250 salariés, on ne touche pas aux cotisations pour ne pas déséquilibrer les caisses, parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais tout le reste, on le passe à 250 salariés. J'aime bien vous dire que ça ferait une sacrée bouffée d'air pour pas mal d'entreprises. Vous avez 7 fois plus. Les syndicats de salariés sont totalement pour contre. Qu'est-ce qu'on enlève aux syndicats de salariés si on fait ça? Posons-nous la question. Taux de pénétration des syndicats de salariés dans les PME, 4%. On enlève quoi? Question? Voilà. Donc, vous voyez, il y a des choses. Ça ne veut pas dire moins de protection pour les salariés? Absolument pas. En relevant les salaires? Absolument pas. On a besoin de représentants du personnel dans les entreprises, c'est pas un sujet. On est tout à fait ouvert à ça. Mais quand, par exemple, à près de 50 salariés, vous devez mettre en place une banque de données sociales et économiques, la fameuse BDSE, qui est un travail considérable pour l'employeur et qui intéresse quasiment pas les salariés. Il vous demande un truc plus simple. Mais si vous ne le faites pas, en cas de visite de la patrouille, c'est 1% de pénalité sur la masse salariale. Ben oui, ne serait-ce que ça. Voilà. On le simplifierait. On le passerait à 250 salariés. Ça changerait la vie des... bien sûr, c'est une des choses qui changerait la vie des employeurs, des entreprises. Et puis l'autre mesure, le test PME. C'est tout simplement, on n'arrive pas à limiter le flot normatif, voilà, donc de se dire qu'avant qu'un projet de loi passe au Parlement, ou une proposition de loi, eh bien, on ait un test PME qui répond simplement à cette question, est-ce que ça a changé la vie en bien ou en mal des entreprises? Et si on sent que ça va changer en mal, eh bien, on fait le test pour voir si ça peut fonctionner. On ferait ça, par exemple, sur la cotation extra-financière des entreprises. Alors, c'est on voit si ça fonctionne. Eh bien, c'est la fameuse directive CSRD européenne qui s'applique depuis le 1er janvier de cette année aux entreprises de plus de 500 salariés, qui au 1er janvier 2025 va s'appliquer aux entreprises de plus de 250 salariés, mais qui par capillarité, par ruissellement, s'applique sur l'ensemble des entreprises parce qu'il y a les parties prenantes. C'est pour décarboner l'économie française, rendre plus vertueuse les entreprises. On est bien d'accord. Sur le principe, vous êtes d'accord? On est tout à fait d'accord. Une planète qui... On est tout à fait d'accord. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la transition écologique ne peut fonctionner qu'avec le pilier social et le pilier économique. Pourquoi? Parce que sinon, c'est la fin du mois qui emporte tout, y compris la fin du monde. Si vous commencez à mettre en place des mesures qui font que vous n'êtes plus compétitif, c'est le cas des agriculteurs, qui n'arrivent plus, entre guillemets, à joindre les deux bouts. Ben, je peux vous dire, leur fin du mois est plus importante que la fin du monde. Et on peut le comprendre, c'est tout à fait humain. Si, par exemple, pour décarboner votre entreprise, vous devez mettre à la porte la moitié de vos effectifs, eh bien, le problème social l'emporte sur la fin du monde. Et c'est pour ça que la transition écologique ne peut fonctionner qu'avec le pilier social et le pilier économique. Bon sang de bonsoir, tout est lié. Voilà, c'est la RSE. Et ce qui est en train de se passer avec la cotation extra-financière des entreprises... Donc c'est une directive européenne? C'est une directive européenne qui est en train d'implémenter... Partout, il y a d'autres pays, il n'y a pas que la France. Ah ben, écoutez, je peux vous dire une chose, c'est que les Allemands sont en train de décaler d'1 an déjà, parce qu'ils commencent à se poser de grandes questions. En France, vous savez ce qu'on a fait? Fin d'année 2023, on a réuni la compagnie des commissaires aux comptes à la chancellerie pour, en France, mettre en place tout l'arsenal pénal lié à cette cotation extra-financière des entreprises. Voilà, la boucle est en train de se boucler, le piège est en train de se refermer. Vous demandez au gouvernement un moratoire là-dessus? Ben, on demande, oui, tout à fait, de se mettre en mode pause, d'essayer de tester l'impact des entreprises, voir d'abord si c'est possible. Vous avez plus de 1000 données d'entrée à renseigner. Même les grandes entreprises disent ça nous coûte des sommes considérables. Elles-mêmes en interne... Elles qui ont les équipes pour faire ça. Elles qui ont les équipes. Elles mobilisent des dizaines de collaborateurs pour répondre à ces critères, la fameuse compliance. Et ce qui est en train de se passer, c'est que même le système bancaire et le système assurantiel est soumis à la même compliance, à cette même directive, qui fait que demain, pour octroyer un prêt, ils demanderont à leurs clients s'ils sont en transition écologique. Et si on n'est pas capable de le prouver, eh bien peut-être que le financement tardera à arriver, ou l'assurance, tout simplement. On parle des PME et des TPE. Il s'adressait à vous, le Premier ministre, en disant « Je veux alléger le fardeau des règles et des normes pour les PME et les TPE ». Vous dites banco, évidemment. Maintenant, vous voulez des preuves. Ah ben, on a 80 propositions, ben allons-y.
Bon. Quand il affirme, le Premier ministre, hier, qu'il y a plus d'usines qui ouvrent que celles qui ferment en France, est-ce qu'il a raison en nombre d'usines, je me pose la question, ou en nombre d'emplois? Il a raison en nombre d'usines, en nombre d'emplois. L'emploi dans l'industrie a arrêté de s'éroder. Et puis, une chose qui reste positive, c'est que si on peut être inquiet à court terme, et l'année 2024 va être une année compliquée, quand on regarde quand même toutes les transitions que nous avons à franchir, que ce soit la transition écologique, que ce soit la transition numérique, l'intelligence artificielle, les opportunités sont énormes par rapport aux menaces. Donc, en termes d'activité générée à moyen et long terme, il n'y a pas de bulle immobilière, il n'y a pas de bulle financière. C'est-à-dire que quand les planètes vont se réaligner, il va y avoir du boulot pour tout le monde. En attendant, il y a des réformes structurelles très importantes à faire. Oui, en attendant, il y aura une baisse d'impôts en 2025 de 2 milliards d'euros ciblée sur les classes moyennes, confirmée par le Premier ministre. Ça vous pose un problème? Non, vous êtes d'accord avec ça Écoutez, quand on est les champions du monde de la pression fiscale, que ce soit sur les personnes physiques ou les personnes morales, on ne peut être que d'accord. Ouais, après, il faut le financer. Et bien voilà, et c'est là, où il y a le corollaire. On dit, mais la réforme de l'action publique, elle est où? Il y a toujours plus de fonctionnaires. On n'a pas résolu le problème de l'école. Alors bien sûr, il y a des prises de parole qui sont très intéressantes et encourageantes de la part de Gabriel Attal. La santé, l'hôpital. Le Conseil des prélèvements obligatoires a sorti une étude hyper intéressante qui montre que les Français sont d'accord pour dire qu'il y a trop d'impôts, mais ils ne veulent pas que la dépense publique baisse pour financer des baisses d'impôts. On est bien d'accord. Et là, je me dis, comment on s'en sort? Parce qu'il faut se poser la question de l'efficacité de l'action publique. Là, vous voyez, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Gabriel Attal qui préconise la semaine de 4 jours, expérimentée dans toutes les administrations. Mais quand vous voyez, je veux dire, le manque de management, on va dire, dans le secteur public, c'est catastrophique. En quoi ça vous pose un problème la semaine de 4 jours testée? Tout simplement parce que ça va se transformer, à mon avis, par moins d'efficacité, moins de présence de la fonction publique vis-à-vis des usagers. C'est tout. Voilà comment on lit les choses. Voilà. Parce que la semaine de 4 jours, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce qui intéresse avant tout, c'est le week-end de 3 jours. Voilà. Sur les autres réformes, élargissement 2025, tous les départements du RSA conditionnés à 15 heures d'activité, rémunération au mérite des fonctionnaires, vous dites banco? Bien sûr, ça c'est de bonnes mesures. Écoutez, quand vous êtes dans une organisation et que vous faites bien votre boulot, vous êtes motivé et que vous n'êtes pas mieux récompensé que par rapport à quelqu'un qui ne fait aucun effort, ça peut être encourageant pour ceux qui ont envie vraiment de mordre. Et puis, vous savez, dans la fonction publique, je peux avoir la dent dure, mais il y a des héros. Parce que quand on y croit à son métier et dans un système, franchement, qui n'est pas très motivant, champion, pour beaucoup de fonctionnaires, champion. François Asselin, donc il y a 2 milliards d'euros de baisse d'impôts prévus pour 2024. Et en même temps, on le sait, Bercy le rappelle et Bruno Le Maire aussi, il y a 12 milliards d'euros d'économies à trouver en 2025. Est-ce que vous craignez que le gouvernement demande de faire un effort aux entreprises et fasse la poche des boîtes, pour le dire plus prosaïquement? La tentation sera grande. Souvenez-vous de l'épisode que nous avons vécu à la rentrée du mois de septembre avec le décalage promis de la baisse de la CVAE, un des impôts de production. Donc, ça a baissé globalement, ça n'a pas baissé sur la trajectoire que vous attendiez, mais ça baisse quand même. Oui, ça baisse quand même, oui, c'est vrai. Mais bon, tout ça, c'est à chaque fois. Donc oui, on peut craindre que le gouvernement se retrouve dans une impasse, bien sûr. Et là, les regards peuvent se tourner vers les entreprises. Et en même temps, alors j'ai plus le montant des aides, je ne sais pas si c'est 140 milliards d'euros les aides aux entreprises au global, je n'ai pas le chiffre, mais il y en a certaines qu'on peut recalibrer, recibler, peut-être même supprimer. Si les entreprises devaient participer à l'assainissement des comptes publics en demandant des efforts à tout le monde, sur quoi on pourrait travailler? Sur quoi le gouvernement? Quelles sont les pistes? Vous savez, pour répondre à cette question, moi j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais en face, qu'est-ce que vous faites avec notre argent? D'accord, mais avant ça, sur quelles sont aujourd'hui les niches fiscales, les aides publiques aux entreprises? On est les plus ponctionnés en Europe. Les entreprises françaises, elles sont les plus ponctionnées en Europe par rapport à la part de la richesse créée. Et là, il faudrait, entre guillemets, accepter de payer encore plus d'impôts pour assainir les comptes de l'État, qui, lui, n'a fait aucune réforme structurelle. Attendons d'abord de voir ce qu'il met en face d'une réforme structurelle que nous attendons depuis très longtemps, avant de se dire est-ce qu'on doit apporter nos contributions ou pas. Non, mais je pense que dans le débat, il y a le crédit d'impôt recherche, on dit que c'est surtout les grands groupes qui en profitent. Alors, les aides, bien sûr, sont beaucoup plus captées par les grands groupes. Le crédit d'impôt recherche va avant tout. Problème, bien sûr que si, ça pose un problème. Mais on a besoin de tout le monde. On sait aussi que le crédit d'impôt recherche, même pour les grands groupes, a un effet d'attractivité importante, ne serait-ce que pour les secteurs de recherche, très riches en recherche et développement. Voilà, il vaut mieux que ça se passe en France plutôt qu'ailleurs. Évidemment, ça va plutôt vers les grands groupes que vers les entreprises de plus petite taille, sachant que le crédit d'impôt recherche, pour y accéder, n'est pas évident pour une petite entreprise, parce que c'est très compliqué.
Bon, en résumé, en une phrase, comment on qualifie ce discours de politique générale d'hier du Premier ministre? Écoutez, beaucoup d'élan, beaucoup de choses encourageantes, mais maintenant, comme tous les Français, tout cela sera jugé aux actes, voilà, hein, c'est tout simplement. Jugé sur pièce, comme on dit. Oui, oui. Merci pour cet entretien. Merci. Donc François Asselin, le président de la CPME, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, à retrouver à 14 h en replay. Merci. Merci.